c'est le dernier séminaire du semestre. La semaine prochaine, il n'y a pas de séminaire, parce que vous savez qu'il y a des journées infection pôle sud à l'hôtel de la région à Marseille. Et donc on reprendra en septembre. Et donc pour clôturer en beauté le premier semestre de l'année, on accueille Fabienne Réjon qui va nous présenter la contribution des modèles animaux à l'étude des maladies infectieuses. C'est peut-être finalement qu'on ne parle pas beaucoup, donc je la remercie d'avoir pris sur son temps et malgré sa gorge enflammée, d'avoir accepté de présenter cette présentation aujourd'hui. Alors, à mon tour de remercier Michel André d'avoir invité à vous parler de ces modèles animaux et de vous décrire à cette occasion notre expérience développée dans l'orbite sur les modèles de pneumonie. Alors, comme vous le savez tous, quand on parle de maladie, on parle d'atteinte d'organes ou d'un système tout entier. Et tous les organismes vivants, depuis les micro-organismes jusqu'à nous, peuvent être le sujet de l'atteinte par l'introduction en son sein d'un agent pathogène. Alors, dans cette faculté de médecine, ce qui nous concerne particulièrement, ce sont les maladies humaines infectieuses. Donc, vous voyez qu'elles posent un problème de santé publique non négligeable, avec en tête de file les maladies respiratoires, dont les pneumonies. Qu'elle mérite particulièrement d'être étudiée. Et de nombreux travaux de recherche sont continuellement conduits pour rechercher des nouveaux vaccins, des thérapeutiques de plus en plus efficaces et surtout pour essayer de pallier la survenue d'espèces résistantes aux traitements actuellement disponibles. Également, de nouvelles maladies émergentes méritent d'être étudiées davantage, ou encore des maladies que l'on connaissait dans un certain contexte, lorsqu'elles se développent chez un terrain particulier, comme le patient immunodéprimé, ou ce qui nous est particulièrement sensible, vous verrez, le malade de réanimation, méritent des études spécifiques. Alors quand on parle de maladie, bien évidemment, l'organisme tout entier est concerné et tout individu ne va pas développer la même maladie vis-à-vis du même pathogène. Il y a une variabilité interindividuelle qui est une condition importante qui justifie justement les modèles in vivo, car en effet, ce qui va conditionner la réponse passe par l'interaction hôte-pathogène qui est dominée par la réponse de son système immunitatif, et puis au fur et à mesure de ses rencontres avec l'environnement, le système humain acquis. Donc il faut prendre en considération l'organisme tout entier, c'est pourquoi les modèles animaux, de façon historique, ont apporté leur contribution. Par exemple, ce prix Nobel qui avait travaillé sur les molécules anti-infectieuses dont les sulfonamines étaient inactifs in vitro, mais se sont avérés tout à fait efficaces in vivo sur le modèle de souris, car en effet les métabolites qu'induisait leur introduction dans l'organisme allaient s'avérer des métabolites actifs alors que la molécule mère était inactive. A l'inverse, certaines molécules qui sont tout à fait efficaces in vitro se sont avérées in vivo incapables de traiter par exemple des cas de méningite parce qu'elles ne peuvent pas traverser la barrière hémato-méningée, se retrouver suffisamment concentrées dans le liquide céphalorachidien. Ainsi, il est nécessaire de confirmer, d'affirmer, de vérifier les résultats de données plus fondamentales avant d'extrapoler à des conclusions chez l'homme par des outils in vivo, en particulier les modèles animaux. Alors, mon équipe est centrée sur les infections respiratoires sévères et leur prise en charge. Nous sommes issus des spécialités anesthésie-réanimation. Et donc, la problématique qui nous tient à cœur est ce patient, par exemple, qui est là sous coma artificiel, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est sous drogue anesthésique en continu, il ne peut pas tousser, il ne peut pas nettoyer ses voies aériennes d'éventuels agents infectieux. Pourtant, il est sous ventilation mécanique, comme on le voit ici, c'est-à-dire que ce n'est plus lui qui déclenche l'inspiration et l'expiration, c'est une machine qui souffle. Et pour ce faire, l'intermédiaire, ce sont des tuyaux qui vont être autant de voies d'entrée pour les agents pathogènes et qui vont être aussi une agression inflammatoire en tant que matériel étranger. Et dans ce contexte particulier, les germes ne vont pas se comporter de la même façon. Et ce cadre environnemental mérite de développer des modèles spécifiques et d'avoir une bonne superposition entre notre modèle et le contexte clinique. Alors c'est ce que j'avais fait ici en développant un modèle chez le lapin, on le voit ventilé. Il est réanimé, il est sous perfusion d'amines vasoactives parce qu'il est atteint d'une pneumonie aiguë.
changer tout son système respiratoire et aussi cardiovasculaire. Alors pourquoi certains chercheurs se tournent vers les modèles animaux? Bien sûr, on vient de le dire, pour étudier les lésions spécifiques du comportement général dans un organisme d'une maladie, il faudra prendre pour précaution de choisir un modèle qui est capable de traiter la maladie en question, même si il y a des différences avec ce qu'on observe en clinique. On peut se servir du modèle animal, pas vraiment pour étudier la pathologie en soi, mais pour étudier plutôt le germe et son comportement dans un environnement systémique complet, et en particulier sa virulence. Alors dans ce cas, il faut prendre soin de choisir un modèle qui va être létal. En effet, quand on va comparer les différentes de mortalité, il faut savoir que si on veut être performant d'un point de vue statistique, si on veut démontrer un abaissement de 20% de mortalité entre un groupe et un autre, si on parle de 100% de mortalité sur le premier groupe, l'abaisser à 80% va nécessiter, pour être le démontrer de façon efficace en statistique, des groupes de 15 animaux par groupe, donc 30 animaux au total. Si on se place dans un modèle qui a une mortalité de 50%, et qu'on veut le même abaissement, passer de 50% à 30%, il va falloir environ 150 animaux, c'est-à-dire environ 70 dans chacun des deux groupes. Donc, bien définir son modèle d'emblée. Alors, la difficulté, c'est que si on a un modèle trop létal, la durée d'observation ou les conditions complètement dépassées du modèle fait qu'on va peut-être pas pouvoir mettre en évidence une différence. Donc, il y a toujours des mises au point et les données de la littérature ne sont pas toujours ce que l'on va retrouver quand on s'y essaie. Alors, d'autres motivations pour faire de la recherche sur le modèle animal, c'est bien connu, la nécessité de développer des outils diagnostiques. Par exemple, quand on veut identifier la présence de certains pathogènes de culture fastidieuse, on va les inoculer à des animaux, ou alors on va développer des vaccins. Donc on va choisir notre modèle en fonction, bien évidemment, il faudra que l'animal développe, soit favorable à la multiplication infectieuse dans son organisme. On peut également vouloir faire des études de toxicité ou d'efficacité thérapeutique, et ça c'est une étape indispensable avant tout essai clinique d'application des molécules chez l'homme. Il faudra prendre soin bien évidemment que le modèle animal a les organes qui sont fonctionnels de la même façon que l'humain. Si on cherche une toxicité rénale, une toxicité hépatique, bien évidemment, il faudra tenir compte de la façon dont les organes sont perfusés et de quelle voie d'administration on va utiliser chez l'homme pour pouvoir utiliser la même chez l'animal. Enfin, des modèles animaux sont également utilisés, en particulier des modèles transgéniques, pour produire en grande quantité des protéines et qui seront ensuite purifiées et administrées comme médicaments, donc à l'effet thérapeutique. D'un point de vue historique, l'homme s'est toujours intéressé à l'expérimentation animale. Depuis l'Antiquité, avec les Grecs Aristote et Érasistrate qui ont travaillé sur des animaux décédés, d'après les écrits qui en sont restés. Et c'est surtout grâce à l'Église qui a interdit la pratique des autopsies au second, 3e siècle après Jésus-Christ que le Romain Galen a beaucoup développé l'expérimentation sur animaux vivants, et on l'appelle le père de la vivisection, et grâce à lui et aux descriptions du fonctionnement de ces organes, on a pu en savoir beaucoup plus sur l'espèce mammifère à laquelle nous appartenons. Alors, les travaux de Pasteur sont bien sûr à souligner, en particulier puisqu'ils ont porté sur les problèmes infectieux. L'expérience spectaculaire et publique qu'il avait conduit sur une série de moutons pour démontrer qu'il pouvait les protéger vis-à-vis de l'infection à des bacilles responsables de la maladie du charbon extrêmement virulents, sous réserve de les avoir mis en contact auparavant avec des bacilles atténuées, c'était la naissance des vaccins atténués. Alors, Pasteur a travaillé sur plusieurs modèles, le chien avec la rage, le choléra du poulet, le lapin, lui-même a testé ces expérimentations. Ici, on les voit en train d'expérimenter un lapin. Alors aujourd'hui, l'expérimentation animale est extrêmement bien codifiée. Elle fait l'objet d'une législation de plus en plus stricte, en particulier depuis notre adhésion à l'Europe. Il faut savoir qu'au niveau de l'université, ici, on a un comité d'éthique qui s'est mis en place et qui est devenu obligatoire à partir de cette année.
On avait la chance d'avoir un comité d'éthique local qui faisait que nos dossiers étaient visés rapidement. Aujourd'hui, à partir de la rentrée, les dossiers seront validés au niveau national. Donc, ça va prendre des délais supplémentaires. Donc, les gens qui ont besoin de faire l'expérimentation animale peuvent déjà rédiger des projets. Parce qu'entre le moment où ils vont être acceptés et publiés, les publications demandent les numéros de référence des comités d'éthique animale. Donc ça, maintenant, c'est obligatoire, il faut y penser. De la même façon, il faut que dans l'équipe, il y ait au moins une personne qui soit titulaire de l'habilitation à expérimenter sur les animaux. C'est une autorisation en France qui se demande au niveau de la grâce, avec un prérequis qui est bien précisé. Alors aujourd'hui, les animaux sont utilisés en laboratoire, qui sont utilisés doivent provenir d'élevages spécifiques destinés aux animaux de laboratoire. On ne peut pas les fournir chez le fermier, bien que il y en a encore quelques-uns qui le fassent. Donc c'est essentiellement Gérard Janvier et Charles River en France qui sont nos fournisseurs. Et on a des animaux de très bonne qualité. En deux grands types grands types de modèles animaux. Le petit animal, avec les rongeurs et les labomorphes, et le grand animal. Vous voyez la liste ici. Dans les deux cas, on a plusieurs espèces à disposition, en sorte qu'on pourra choisir le modèle adapté à la maladie qu'on étudie. Et l'avantage qu'il faut souligner avec le petit animal, c'est que bien évidemment, il revient moins cher, puisqu'il y a des taux de reproduction élevés, les coûts de production sont relativement faibles quand on n'est pas au niveau des animaux transgéniques. Et une fois qu'on l'a acquis, on va avoir aussi une facilité pour suivre, surveiller nos expérimentations, on va pouvoir l'héberger assez facilement et se produire le matériel pour le surveiller. Il faut savoir que ce sont des animaux pour la plupart qui ne sont pas agressifs, donc on ne va pas mordre, on ne va pas nous agresser, on va pouvoir les contenir assez facilement sur certaines lignes de survie peut-être. Et ce sont des animaux qui sont relativement propres, ils ont des selles qui sont desséchées, donc il y a peu de production de salissure. Donc c'est important parce que quand on travaille des modèles infectés, il y a toujours le souci de savoir si on ne va pas un petit peu diffuser dans l'environnement du matériel contaminé. Et même quand on n'est pas dans le cadre du P3, on trouve mieux bien prendre des précautions d'hygiène. Alors les espèces gros-animales ont des contraintes liées à leur volume ou à certains impératifs hygiéno-diététiques et parfois on est amené à les étudier parce qu'on a besoin d'avoir accès à des voies veineuses de gros diamètre ou à étudier un système qui est plus proche de l'humain, en particulier le système cardiovasculaire. Ainsi, on choisira les petits animaux quand on a besoin d'étudier des groupes avec de nombreux éléments. Également, étant donné, surtout pour la souris, que l'historique et les usages font que c'est le modèle le plus utilisé, on dispose d'une myriade d'outils de biologie et les choses sont très bien connues concernant leur génétique et le détail de la réponse inflammatoire. Quand on se tourne dans des études avec les aspects moléculaires, on choisira la souris, un petit peu plus en arrière-plan le rat, qui est quand même moins documenté, avec moins d'outils disponibles. En revanche, quand on a besoin de faire des mesures échographiques, des mesures hémodynamiques, le gros animal est un outil précieux, et en particulier dans le sepsis, qui est donc la réponse inflammatoire systématisée à une infection grave, qui est la problématique de réanimation importante. Le modèle cochon est le modèle qui est préféré. Également, quand on a besoin de faire de l'imagerie, des scanners, des radiographies, et d'évaluer cette imagerie macroscopiquement, bien évidemment, plus les poumons sont volumineux, plus on aura de l'information. En sachant qu'il est développé des PET scans, des scanners pour le petit animal, mais tous les centres n'en disposent pas. Il y a des variations spécifiques, c'est un matériel dédié spécifiquement à cet usage et ça a un surcoût conséquent. Alors que quand on est sur le gros animal, souvent c'est du matériel médical qui est recyclé, et on va pouvoir l'obtenir gratuitement, sous réserve d'avoir quelques contacts. Alors le scanner, là maintenant c'est un petit peu compliqué, mais on peut avoir quand même, par exemple à Lyon, il y a le scanner qui est dédié à l'humain, et le vendredi, il est dédié au cochon.
Donc, je le sais pour avoir fait ma mobilité là-bas. Et c'est bien utile parce que finalement, toute la maintenance, toute la logistique financièrement passe sur le budget hospitalier, donc il n'y a pas de surcoût de cette recherche en particulier. Il y a également des espèces qui maintenant sont très rarement utilisées, en particulier le singe, et on doit les réserver à l'étude d'infection qui ne peuvent pas étudier sur d'autres espèces du fait de leur spécificité. Donc par exemple, le singe va être utilisé pour étudier le HIV. On peut également utiliser le cochon, les bovins, les bovins pour des contextes agroalimentaires spécifiques. Alors en pratique, la souris, bien évidemment, leur grand nombre et leur petite taille en fait le modèle de choix. On peut décliniquer facilement une centaine de souris en une semaine, alors que pour le rat, on va se limiter à une vingtaine d'animaux du fait de leur encombrement plus important. Ce qu'on appelle les lagomorphes, ce sont ces animaux qui ne sont pas des rongeurs, avec des différences, ils ne prennent pas leurs aliments dans leurs pattes pour se nourrir. Et puis ils ont leur système labial qui est divisé en 3 secteurs, avec le nez qui bouge en permanence. Donc ce sont les lapins et les cochons d'Inde. Donc la contrainte de volume du lapin est évidente ici. Et donc on va pouvoir en mettre un seul par stabulation, par tâche. Donc il faut en tenir compte par rapport à l'effectif nécessaire pour l'étude choisie. Et quant au cochon d'Inde, c'est un animal qui est, bien qu'il sera proche en taille du rat, il est plus fragile d'un point de vue de son système immunitaire, d'un point de vue infectieux. Et quand on veut faire des études sur le long terme, avec un agent infectieux donné, on n'a pas la certitude qu'il ne va pas contracter une autre infection qui va pouvoir biaiser les résultats. Donc bien tenir compte de ces contraintes-là dans le choix du modèle. Alors, les laboratoires spécialisés mettent à disposition d'autres modèles animaux plus rarement utilisés. On verra dans quel contexte le furet est choisi. Ici, c'est un exemple, par contre, le modèle cochon qui, outre la nécessité d'avoir un animalier pour les héberger, les nourrir, et un équipement particulier avec, obligatoirement, on doit avoir un sol étanche, possibilité de nettoyer au jet leur hébergement. L'animalier va être une personne précieuse qui va nous permettre de faire l'expérimentation parce qu'il faut pouvoir conditionner l'animal pour les tests sans le mettre lui en danger et sans nous mettre nous en danger. Parce que bien évidemment, au niveau de la contention, 40 kg, c'est pas pareil qu'une souris ou qu'un rat. Alors en pratique, pour les petits animaux, quelques informations intéressantes à connaître. La souris, le grand avantage de ce modèle, outre le grand nombre de références en termes de publications dont on dispose, qui fait qu'on pourra toujours comparer notre travail à quelque chose d'existant, en général, c'est la mise à disposition de nombreux modèles transgéniques où on va pouvoir cibler spécifiquement une modification en sorte que l'animal va être sensible à une espèce infectieuse qui normalement ne va pas donner de maladie chez la souris, ou alors on va même pouvoir cibler une susceptibilité d'organes. On va avoir le modèle souris qui va développer l'entérocolite, le modèle souris qui va développer la méningoencéphalique, etc. Alors, pour ce qui concerne les problématiques chères à Jean-Marc Rollin dans le mythe sur la mucoviscidose, on s'était intéressé au modèle souris qui était transgénique pour le gène CTRL responsable de la mucoviscidose. Et en fait, ce sont des souris qui ne vont pas développer de forme pulmonaire de mucoviscidose, mais des formes digestives. Alors récemment, il y a une seule équipe qui a publié un modèle qu'ils sont en train de valider, mais qui n'est pas encore commercialisé, de souris transgéniques pour un canal sodium et un canal chlore, et dont les conséquences sur le mucus en termes d'osmolarité miment tout à fait ce qu'on observe dans la mucoviscidose. Et lorsque ces animaux sont suivis sur quelques semaines, ils vont développer toutes les caractéristiques du poumon mucoviscidose, avec épaississement muqueux, ralentissement de l'adhérence ciliaire, formation de dilatation périphystique. Donc ce modèle pourra probablement être développé par la suite pour étudier les agents pathogènes et résistants de la mucoviscidose dans nos équipes si on souhaite poursuivre vers là. La particularité du lapin, outre ce que vous connaissez bien de sa capacité à produire de grandes quantités d'anticorps, c'est qu'il a une prédisposition naturelle à faire une pleuropneumonie à pneumocoque. On travaille sur la pleuropneumonie dans ce
texte pour choisir ce modèle. Également, il est préféré pour certaines équipes qui travaillent sur pneumocystis. Et aussi, c'est un des meilleurs modèles d'endocardite. Le cobaye, lui, serait le meilleur modèle pour développer les formes granulomateuses de la tuberculose. Également, il est préféré par ceux qui travaillent sur la maladie des légionnaires. Quant au rat, sa particularité, outre le fait qu'il permet de disposer de plus de matériel pour étudier les tissus que la souris, du fait de son volume, il a un système immunitaire dont le comportement se rapproche un petit peu de celui de l'homme, en sorte qu'il est approprié quand on veut étudier le fitness, c'est-à-dire le comportement, l'adaptation dans l'organisme entier de certains agents pathogènes, et en particulier, il développerait des formes de paludisme similaires de ce que développe l'humain. Aussi, il héberge volontiers, comme le fait l'humain, les virus latents du type herpès, et le modèle de choix pour étudier les interactions virus-cancer, comme par exemple un coronavirus. Les modèles transgéniques sont listés dans des bases de données, dont les deux principales sont référencées ici. Donc, quand on veut choisir un modèle, pour connaître ses spécificités, on se réfère à ces databases et on regarde un petit peu les caractéristiques du modèle en question, en sachant qu'on peut avoir soit modifié ou ajouté un gène, soit délété un gène. Alors, pour certaines pathologies spécifiques, certains modèles transgéniques sont à disposition sur d'autres espèces que la souris. Quand on tape dans PubMed les mots-clés mouse model, rat model, etc., versus les agents infectieux listés, on voit bien évidemment que la souris domine largement le nombre de publications qui en ressortent, avec loin derrière le rat. Le furet, ici, vous voyez qu'il a une part non négligeable. Ceci s'explique par le fait que ce serait un meilleur modèle pour étudier le virus de la grippe. Si on fait la même chose en rajoutant le mot-clé pneumonie, on voit que le rat est quand même un modèle particulièrement utilisé, surtout pour le palud et le pneumocystis, qui explique la hauteur de cette colonne ici. Alors, puisqu'on parle de pneumonie, il est peut-être utile de redéfinir un petit peu la physiopathologie de cette maladie. La pneumonie, c'est donc une inflammation du poumon. Le poumon qui est cet organe qui est à l'interface entre l'environnement et notre milieu intérieur. C'est-à-dire comme la peau, qui elle a une barrière quand même efficace pour se défendre, le poumon est le premier élément pour rencontrer les pathogènes aéroportés avant l'introduction dans notre organisme. Pourtant, le poumon profond est stérile. Alors, il y a tout un système de filtrage mécanique, mais également biochimique et cellulaire. Et cet organe va comporter un compartiment aérien qui est l'alvéole, je me souviens donc des gaz inspirés et expirés, et un compartiment sanguin qui est tout ce réseau ici de capillaires, avec une étroite communication entre ces deux systèmes, bien qu'on parle de compartimentalisation. Normalement, tout ce qui est dans le poumon est d'un côté, tout ce qui est dans le sang est de l'autre côté, et ça se mélange pas. Sauf en cas de pneumonie, car il va y avoir non seulement une perméabilité accrue des capillaires qui fait que des liquides vont exsuder, c'est-à-dire arriver depuis le plasma vers l'intérieur de cette alvéole qui normalement devrait être sèche, s'accumuler ainsi. Et s'il y a des germes, il y a fruits de polynucléaires qui vont s'altérer, etc., formation de bulles qui vont combler les espaces alvéolaires et donc mettre en péril les échanges gazeux qui sont notre condition vitale. Ici est représenté, schématisé une coupe microscopique. L'élément constitutif de la paroi alvéolaire, c'est le pneumocyte 1 ici, dont le cytoplasme est extrêmement fin et allongé va déterminer donc, la forme circulaire de l'alvéole. Le pneumocyte 2 ici, globuleux qui saille dans la lumière, sécrète une substance tensioactive comme le savon par exemple. Donc, quand on fait des bulles de savon,
si ça garde cette forme globuleuse, c'est grâce au caractère tensioactif des molécules. Donc ici, le surfactant va permettre de garder des alvéoles ouvertes en sorte qu'on puisse respirer en permanence. Donc c'est un élément important. Et à savoir qu'il existe des cellules immunocompétentes résidentes du poumon dans les alvéoles du part, le macrophage alvéolaire, mais aussi au niveau interstitiel, qui ne sont pas représentés ici, avec un macrophage, cellules dendritiques, etc. On voit l'intimité, l'étroitesse de la barrière alvéolo-capillaire, donc ici un globule rouge dans un vaisseau interalvéolaire, donc la possibilité des passages des cellules dès qu'il y a une agression. Donc si on compare à gauche de l'écran une alvéole normale, lorsqu'une alvéole est agressée par une pneumonie, il y a non seulement un détachement des éléments de la muqueuse bronchique, des cellules qui vont se nécroser, mais également une mort des cellules constitutives de la paroi alvéolaire qui, en générant des débris, vont être des facteurs d'activation inflammatoire. Activation inflammatoire des cellules résidentes qui vont libérer sur le milieu de nombreux médiateurs de l'inflammation, facteurs d'un d'une chimioattraction des éléments immunocompétents venus du sang qui vont traverser les vaisseaux et donc favoriser encore l'augmentation de la perméabilité. Et il y a perte de compartimentalisation à ce moment-là et des échanges. Alors quand on a un agent infectieux, il va y avoir possibilité de diffusion des bactéries vers le milieu sanguin à la faveur de ceci. Alors cette augmentation des liquides et augmentation des cellules va donc faire que le poumon n'est plus correctement aéré. Ici c'est une image de face sur radiographie d'un poumon de patient. Donc, normalement l'air va donner un aspect sombre comme ça, un poumon bien aéré va être globalement noir. Donc tout ce qui est dense comme l'os, ici le rachis ou le sang, ici le cœur, va être blanc. Donc ici on voit un foyer condensé, c'est une image de pneumonie systématisée en ce sens que les contours peuvent être bien délimités. Ainsi la pneumonie est une maladie infectieuse importante en fréquence et en sévérité, puisqu'elle est responsable de 7 à 10% selon les études épidémiologiques des causes de décès chez l'adulte dans les pays industrialisés, donc ça va bien au-delà dans les pays défavorisés. C'est la première cause des décès de cause hospitalière et si on prend les décès communautaires pour les enfants de moins de 5 ans à l'échelle de la planète, la plus enquête. On a 45% de toutes les infections, elle représente 45% de toutes les infections chez l'enfant et 15% chez l'adulte, en sachant que, en fonction des moyens mis en œuvre, bien sûr, ce chiffre est soumis à variation. Si on utilise des sérologies, des PCR, ou simplement la détection intra-chat, en général, on dit que 50% des germes, des agents causaux, éventuellement des virus, ne seront pas documentés. Avec le problème en milieu hospitalier, parfois dans le milieu communautaire, du fait des hospitalisations à domicile, des patients qui fréquentent régulièrement les établissements de soins, des bactéries multirésistantes. Alors on distingue deux grands cadres, les pneumonies communautaires, donc community acquired pneumonia. Donc une des propositions de hiérarchie épidémiologique est ici, bien sûr, en fonction des moyens diagnostiques. On peut modifier cette hiérarchie. Donc les bactéries arrivent chez l'adulte en tête, et les virus un petit peu plus loin derrière. Ça va dépendre également des variations saisonnières à cette hiérarchie. Et les pneumonies hospitalières, donc hospital-acquired pneumonia, ou pneumonie nosocomiale, auxquelles on rattache aujourd'hui toutes les pneumonies chez les patients qui sont en contact avec des structures de soins, même s'ils ne sont pas hospitalisés, du fait que leur chronologie est particulière, avec une prédominance de bacilles gram-négatifs. Alors dans ce travail, le Staphylococcus aureus arrivé en 5e position, ou selon les études, il peut même arriver en première position. Et ce qu'il faut souligner, bien sûr, c'est la surincidence des pathogènes multirésistants dans le cadre des pneumonies du patient en contact avec les structures de soins. Alors la particularité de ce type de pneumonie, c'est leur gravité, soit du fait du terrain sur lequel elles surviennent, soit du fait des pathogènes qu'on va avoir du mal à traiter. Et donc on voit ici qu'on n'est plus du tout dans la forme systématisée, donc j'ai pris un cas extrême de syndrome de détresse respiratoire aiguë, tel qu'on est amené à les traiter en réanimation.
Et vous voyez ici que la totalité de son poumon n'est plus du tout aérée correctement. Et quand on fait un scanner, ici, on voit que seuls quelques espaces sont encore noirs, c'est-à-dire aérés. Tout le reste est le fait d'une intense réponse inflammatoire et d'une accumulation de liquide. En milieu hospitalier, les pneumonies sont responsables d'une mortalité de 40%. Et si on cible le patient sous ventilation artificielle, ça atteint jusqu'à 60%. On sent que le lien de causalité directe des pneumonies avec cette mortalité, puisque les patients ventilés, c'est des patients qui ont d'autres choses, qui sont de multiples morbidités, comme on dit. La responsabilité directe est encore débattue. Mais ce que l'on retient, c'est que dans ce contexte, comme on l'avait montré sur la première diapositive du malade intubé ventilé, il y a une pathogénicité particulière liée aux modifications de l'hôte, une de ces moyens de défense mécanique ou cellulaire, et une modification du type de bactéries qui vont être responsables de ces pneumonies. Alors, notre expérience dans l'équipe sur les modèles animaux pour étudier plus particulièrement les pneumonies hospitalières s'est centrée autour de 4 problématiques. Dans le désordre par rapport à la chronologie où on a réalisé les études, on s'est posé la question de savoir si on pouvait essayer de nouvelles molécules actives contre les agents infectieux, de menaces en particulier, et si des voies d'administration inhabituelles comme les aérosols pouvaient être efficaces. On s'est également posé la question de savoir s'il était vrai que les bactéries qui acquièrent des mutations qui leur confèrent une résistance aux antibiotiques sont finalement ralenties, moins pathogènes, moins virulentes, ou au contraire, est-ce qu'elles sont plus nocives, méritent le qualificatif de bactéries tueuses comme ça avait été édité dans la presse l'été dernier. On s'est posé également la question de savoir si on pouvait adapter des outils diagnostiques habituellement utilisés dans un autre contexte pour documenter certains cas de pneumonie difficiles à identifier et également essayer de comprendre un petit peu certains aspects des interactions entre la ventilation mécanique et la pneumonie. L'ensemble de ces questions ayant pour point commun qu'elles concernent les patients hospitalisés en réanimation en particulier, avec une infection respiratoire sévère qui est donc la thématique de notre équipe. Alors pour cela, nous avons développé 2 grands groupes de modèles. Le modèle animal ventilé, avec les 2 photos ici qui représentent l'équipement du rat, et ici, c'est un lapin qui est ventilé. Alors l'avantage du rat, c'est que on a moins besoin d'une grande pièce et d'un environnement suréquipé par rapport au lapin comme on voit ici. L'inconvénient, c'est que du fait de sa petite taille, il nécessite d'acquérir du matériel spécifique auprès de fournisseurs spécialisés qui vont bien sûr augmenter le surcoût des expérimentations. Par exemple, un respirateur pour le rat, ça va coûter environ 7 000 €. Alors qu'ici, chez le lapin, on a utilisé du matériel de recyclage de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé le stock, on n'a pas payé le ventilateur artificiel, qui était un ventilateur chez l'homme, et dont les réglages sont adaptés, puisqu'on l'utilise en néonatologie. Alors ici, bien sûr, c'est une version un petit peu ancienne, mais les réglages sont tout à fait fins et valides dans ce modèle. Et vous voyez dans ces 2 cas, les animaux ont une réanimation vasoactive hydroélectrolytique, c'est-à-dire que, bien évidemment, en contexte infectieux, on a des problèmes de chute de tension, de défaillance cardiaque qu'il faut maintenir à un bon niveau pour que nos modèles soient quand même maintenus dans un contexte physiologique interprétable. L'autre groupe de modèles que nous avons développé, ce sont les modèles d'infection qui fait l'objet du travail de master de Sani et maintenant du travail de thèse, d'infection sur des animaux qui ne sont pas sédatés, qui ne sont pas ventilés, donc juste un petit peu d'anesthésie au moment de l'intubation pour inoculer les germes, il n'y a pas d'effraction trachéale, et ensuite ces animaux vont être surveillés comme on le peut souhaiter dans une armoire ventilée en pression négative qui est représentée ici. Alors à partir de ça, on a obtenu, on va dire, 4 modèles de lésions pulmonaires.
la pneumonie d'aspiration, c'est-à-dire d'inhalation, qui correspond à ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn, qui est le fait de, par exemple, d'avoir des régurgitations du gastrique dans les poumons. Hein, c'est la première cause de mortalité lors des anesthésies. Encore aujourd'hui, bien que ce soit rare, c'est souvent mortel. Et il y a encore des choses à étudier dans ce domaine-là. Donc on voit qu'on a des lésions qui sont somme toute bilatérales, en sachant que, par exemple, chez l'homme, quand on a une inhalation, tout va aller dans le poumon droit. Parce que la configuration anatomique des bronches fait que la bronche souche à gauche va remonter comme ça, faire une petite coupe vers le haut, qui fait que, à droite, en revanche, ça descend tout droit, et c'est là que les choses vont se passer. En revanche, chez le rat, c'est pas comme ça. Chez le rat, c'est à gauche qu'on a une continuité, on va dire, de la gravité, qui fait qu'il va développer plutôt des pneumonies à gauche. Et chez l'homme, par exemple, on a 3 lobes pulmonaires à droite, le rat, il en a 4. Donc là, déjà, une petite différence anatomique si on veut étudier ce modèle-là. Bon, ici, on voit aussi comme caractéristique de la pneumonie d'inhalation la nécrose, qui est donc une lésion chimique directement induite soit par les sels biliaires, soit par l'acidité du contenu gastrique. Autre modèle ici que nous avons développé, c'est le modèle de pneumonie chronique sur un rat qui a été motivé par le fait qu'on avait besoin de se retrouver dans une situation où l'animal allait être relativement maintenu dans une santé acceptable pour être suivi pendant une dizaine de jours, mais avoir un portage bactérien suffisamment élevé pour pouvoir tester des anti-infectieux. Donc c'est le modèle qui utilise des bactéries qui sont enfermées dans les microbilles d'agar, et on voit bien ici qu'on a produit un modèle qui est bilatéral et qui va produire des micro-insectes. Alors là aussi, c'est pas parfait, on est un petit peu éloigné de la pneumonie franchouillère aiguë, mais on n'est quand même pas trop loin de ce qui se passe pour les pneumonies nosocomiales, où on a souvent des atteintes bilatérales. En haut à droite, un modèle de pneumonie aiguë qui est modéré, c'est-à-dire que bien que ici on voit très bien au deuxième jour que les lésions sont quand même intenses et bilatérales, il faut savoir que ces animaux vont survivre au-delà du deuxième jour, puis ultérieurement, et après 14 jours, ils vont stériliser complètement et cicatriser leurs poumons. Alors que ici, ce modèle de pneumonie sévère aiguë va générer un décès en moins de 24 heures. Donc en fonction de la question posée, on va se tourner vers un modèle ou un autre. Maintenant, je vais vous décrire quelques-unes des expérimentations que nous avons réalisées. Ici, ce modèle sur le lapin ventilé posait la question des interactions entre le facteur mécanique de la ventilation et le sepsis. Parce que on sera tous probablement sujets un jour à subir une anesthésie générale pour une intervention bénigne, éventuellement une appendicectomie. Et on sait qu'on va être sous ventilation artificielle pendant une durée plus ou moins courte, qui peut aller de la demi-heure à plusieurs heures. Et dans ce cadre-là, les manipulations chirurgicales vont être le propos de favoriser ce qu'on appelle une translocation, en tout cas un passage ponctuel, soit de bactéries elles-mêmes, une bactérie transitoire, soit de produits bactériens comme une endotoxine. Et pourtant, on va se réveiller sans problème, il n'y aura pas de conséquences dans la plupart des cas, mais on sait que des patients, en particulier des patients de chirurgie lourde, vont faire des complications respiratoires post-opératoires, alors que rien ne prédisait que vous allez faire ces complications. Alors on cherche un petit peu des responsables dans ce cadre. La question posée ici, c'était de savoir si deux stimuli qui indépendamment n'allaient pas provoquer de lésions pulmonaires, lorsqu'on les associe, étaient-ils capables de générer quelque chose. Alors pour répondre à cette question, j'ai fait un modèle de lapin qui allait rester en ventilation spontanée pendant 4 heures et recevoir une administration extrêmement faible, 5 microgrammes kilo d'endotoxine, d'Escherichia coli. Un autre groupe qui allait être uniquement ventilé pendant la même durée, et un troisième groupe qui allait recevoir les deux facteurs étudiés. On voit que les animaux qui
reçoivent une endotoxicémie transitoire ou une réponse inflammatoire pulmonaire. Ici, il s'agit de ponter des polynucléaires neutrophiles qui sont recueillis dans un lavage bronchiolo-alvéolaire, qui s'élève un petit peu dans le groupe qui reçoit juste une petite dose d'endotoxine. Mais lorsqu'on associe la ventilation mécanique, qui est une ventilation mécanique absolument pas agressive, mais qui était même étiquetée safe pour les patients, on voit qu'il y a une majoration, une potentialisation de la réponse en termes de polynucléaires neutrophiles, mais également en termes de production intrapulmonaire de cytokines. Et surtout, on voit que dans ce contexte, d'authentiques légions de pneumonie inflammatoire se développent, ce qui atteste du fait que les deux facteurs doivent être toujours appliqués avec beaucoup de circonspection et permettre de donner des pistes pour comprendre les détresses respiratoires post-opératoires dans certains cas. Un autre travail toujours chez le lapin s'est intéressé aux interactions entre la ventilation mécanique et la pneumonie d'inhalation, qui est donc non seulement un problème dans le cas des anesthésies tout venant, mais surtout lorsque le patient, comme vous l'aviez vu tout à l'heure sur les premières photos, est intubé avec des sondes gastriques qui vont être du matériel étranger au niveau du carrefour de leur voie aérodigestive. On a du matériel étranger à ce niveau-là. Il est souvent sous anesthésie générale pendant plusieurs jours, donc il n'a plus une déglutition efficace. Et en plus, la présence de ce matériel va être autant de voies de passage et de routes utilisées par les bactéries pour cheminer depuis le tube digestif, puis remonter le long de la sonde gastrique, puis vers le pharynx, puis redescendre le long de la sonde d'intubation et aller ensemencer les poumons. Alors certains patients qui présentent, alors on le sait, tous les patients, tous, ont des micro-inhalations mécaniques. De temps en temps, il y a des inhalations plus importantes. Certains vont faire des complications qui menacent leur pronostic vital, des détresses respiratoires qui vont être difficiles à prendre en charge, et d'autres vont pas du tout manifester de pathologie pulmonaire, on ne sait pas pourquoi. Alors la question posée ici, c'était d'abord d'étudier le liquide gastrique, donc de faire un modèle lapin qui reproduit les circonstances du malade de réanimation et d'étudier le liquide gastrique des patients de réanimation en termes de connaître leur impact en termes d'induction d'une réponse inflammatoire sur une culture cellulaire. Ici, c'est des cellules pulmonaires qui sont des lignées mortelles à 549, qui sont insensibles à l'endotoxine, mais qui, lorsqu'elles sont dans un contexte pro-inflammatoire, vont produire la molécule ICAM. On a pris une série de patients, des patients de réanimation et également des patients qui devaient avoir une chirurgie mineure, qui étaient a priori des sujets sains, et dont au moment de l'anesthésie, on a prélevé le liquide gastrique. Et on voit déjà que les caractéristiques du liquide gastrique de malade de réanimation est plus pro-inflammatoire que les autres patients. Et surtout, on peut isoler deux sous-groupes, ceux qui vont être fortement pro-inflammatoires et d'autres plus faiblement pro-inflammatoires, sans pour autant que la quantité de cytokines contenues a priori dans ce liquide explique cette différence. Ensuite, on a construit un modèle où on allait administrer à un groupe de lapins un liquide hautement pro-inflammatoire, HI, high inflammatory, et un groupe faiblement pro-inflammatoire, LI, low inflammatory. Et nous avons pu mettre en évidence que sur le suivi, ici c'était pendant 6 heures après l'administration intratrachéale du liquide, que les caractéristiques d'oxygénation du poumon étaient davantage dégradées avec le liquide fortement pro-inflammatoire, que les caractéristiques mécaniques du poumon étaient également altérées, et que cela correspondait à une majoration de la production locale par le poumon lui-même, ce n'est pas des cytokines du liquide, mais c'est des cytokines spécifiques lapin dans le poumon, montrant qu'il y a bien une relation entre les caractéristiques in vitro et les conséquences in vivo de cette pneumonie inhalée. Ensuite, en Urmite, avec Jean-Michel Ducunel, nous avons, pendant le travail de master de Samy, développé un modèle chez le rat, dont le but était de tester l'efficacité thérapeutique d'un dérivé aminostéroïde, de la scopolamine.
et également une autre molécule développée par Jean-Michel, l'ENV. La problématique étant que on sait que les patients qui ont la mucoviscidose par exemple ont souvent des infections, alors sur un lit d'infection de portage chronique de bactéries, ils reçoivent une antibiothérapie pour le coup et ils vont faire des épisodes d'aggravation, souvent à la faveur d'une flambée de l'infection pulmonaire, au cours de laquelle on va leur donner des antibiotiques à large spectre. Et au fur et à mesure, ils vont héberger une flore bactérienne résistante à tous les antibiotiques. Et pour certains, seule la colicine va être efficace, en sachant que la colicine est une molécule où la marge thérapeutique est faible, puisqu'elle a une forte toxicité. Alors l'idée, c'est non seulement d'essayer une autre voie d'administration que les voies intraveineuses ou féroces pour limiter la toxicité. Donc c'est la voie aérosol qui va être choisie. Et essayer également la molécule, en particulier la scolamine. Alors il a fallu faire le fameux modèle d'infection chronique, c'est-à-dire qu'on sait avec Émile Lagarde que, a priori, quand on administre 1808 bactéries par animal, au bout du deuxième jour, on va se stabiliser jusqu'au 10e jour, avec un portage relativement stable de 1805 bactéries dans les poumons. Et puis après le 10e jour, ça va décroître et il va y avoir une résolution spontanée. Donc finalement, entre le 1er et le 10e jour, ça nous laisse suffisamment de temps compatible avec ce qu'on va appliquer en clinique pour administrer l'antibiothérapie. Alors pour réaliser cette pneumonie, il faut enfermer la bactérie dans des micro-billes qui vont être suffisamment petites pour ne pas obstruer les voies aériennes du rat, parce que bien sûr leur diamètre est plus petit que les voies aériennes de l'humain, donc inférieur à 5 microns, avec une taille un petit peu hétérogène comme les billes. Les animaux étaient ensuite placés dans une chambre où on allait disposer via un système d'aérosolidation qui génère des particules micronisées, un traitement. Et le traitement, on l'a débuté à 48 heures d'infection. On était déjà avec des lésions quand même de pneumonie constituées. Et on l'a poursuivi pendant 5 jours, en sorte qu'on se situe à 7 jours post-infection. Et on a pu démontrer que, comparé à des animaux qui n'étaient pas traités, le portage bactérien dans les poumons était fortement diminué avec les deux types de molécules et peut-être même qu'on aurait une efficacité plus régulière, il y avait moins de variations individuelles avec la scolamine qu'avec la colicine. Et également, les lésions induites au niveau du parenchyme pulmonaire étaient moins importantes. Ici, on a transformé l'observation histologique en un score semi-quantitatif ou quantitatif. Et visuellement, les choses sont démonstratives, puisque comparé à un poumon normal ici, qui est caractérisé par la rareté de la densité cellulaire et la régularité des espaces blancs qui correspondent aux espaces aérés, un poumon infecté, au bout de 7 jours, on voit à partir de la substance amorphe qui correspondait à la gare, la diffusion d'une bronchopneumonie qui va au-delà de ce foyer diffusé à l'ensemble du poumon et donner des lésions de pneumonie confluentes avec des zones micro-accédées et peu de zones de poumon aérées normalement pour persister. Alors que quand les animaux ont reçu des aérosols, on voit que non seulement les foyers sont restés circonscrits, mais le nombre de foyers de surface, la surface du poumon qui est atteint par des lésions inflammatoires est extrêmement plus réduite, suggérant que non seulement il y a une diminution des bactéries à l'échelle de tout le poumon, mais en plus on a empêché la diffusion à partir du foyer initial de la vitamine. Dans un autre travail, nous avons testé la pathogénicité in vivo d'une bactérie multirésistante, Acinetobacter baumannii, qui avait été responsable d'une septicémie et d'une détresse respiratoire chez un patient de réanimation qui est venu à Marseille l'année dernière, en sachant qu'à la phase la plus sévère de son infection, il portait la bactérie sensible à la colicine. Et au moment où il était en train de guérir et
on était en train de sevrer la ventilation mécanique. On a isolé dans ses voies respiratoires une bactérie résistante à la colicine. Et ce cas a été publié pour justement se placer dans le débat que les bactéries qui développent des résistances par mutation vont avoir un coût métabolique qui fait qu'elles vont avoir une moindre virulence, une moindre pathogénicité in vivo. Mais dans le même temps, un travail qui était un cas clinique également issu de la patiente hospitalisée en réanimation donnait des stades où là aussi une bactérie, la même acétoalterbolamie, était responsable d'une infection sévère parce que le patient avait une ventriculitis qui posait un petit peu le débat parce que c'est vrai que finalement ces bactéries vont être moins agressives lorsqu'elles sont résistantes. Pour répondre à cette question, on a utilisé le modèle ventilation animale non anesthésié sauf au moment de l'inoculation et on a utilisé le modèle pneumonie modérément sévère pour pouvoir le suivre pendant 2 jours. Nous avons comparé le comportement des animaux et les lésions au bout de 2 jours d'évolution. Alors au début, on a eu un petit peu de difficulté à mettre en évidence une différence parce que notre modèle n'était pas assez agressif. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez annoncé en début de topo. Donc il faut vraiment affiner notre modèle. Et par rapport aux publications existantes sur lesquelles on se base, donc on va vouloir les reproduire nous. On ne va pas tomber forcément sur les mêmes résultats. Et on a utilisé une potentialisation par un milieu qui est favorable à la multiplication de la bactérie dans les poumons, qui est la usine des corps, et pu obtenir un modèle létal en 48 heures pour un nombre d'animaux, et montrer que la souche résistante s'accompagnait d'une moindre mortalité que la souche parente sensible ou qu'une autre souche sensible de référence, la souche AY. Également, il y avait moins de bactéries au moment où les animaux décédaient et le compte bactérien est significativement inférieur avec la souche résistante. Et de façon assez intéressante, on observe également qu'il y avait moins de septicémie associée dans le cas des bactéries résistantes que dans le cas de la souche sensible. Grâce aux travaux de Pérez, la mise au point de la mise en évidence par fluorescence in situ des bactéries dans le poumon, on a pu estimer la différence de virulence de ces pathogénicités qui sont in situ de ces deux souches avec la souche sensible, donc on voit de façon flagrante qu'elle a une multiplication beaucoup plus importante que la souche résistante. Et cette même lame, enfin le même niveau de lame en microscopie optique ne nous permet pas de voir, cet examen ne permet pas de voir de façon aussi évidente la différence de comportement des deux bactéries, ce qui nous a amené à vouloir travailler sur la technique de fiche, justement, pour voir ce qu'elle pouvait apporter, soit dans le domaine complémentaire de nos expérimentations, soit éventuellement pour apporter des réponses sur certaines biopsies pulmonaires des malades de réanimation pour lesquels on n'a pas de diagnostic. C'est son travail de master, où finalement on a pu obtenir à partir des différents modèles que nous avions différents niveaux de charge bactérienne intrapulmonaire, et ainsi essayer de valider cette technique en termes de sensibilité et de spécificité vis-à-vis d'un gold standard. Alors qu'est-ce que le gold standard peut dire? Qu'on a une pneumonie d'origine bactérienne. A priori, c'est d'avoir des lésions de pneumonie, que celles-ci soient évocatrices d'une cause bactérienne, c'est-à-dire à prédominance de polynucléaire, et pouvoir identifier soit la bactérie, soit un produit bactérien comme la PCR. Alors vis-à-vis de ce gold standard, le fiche a permis de visualiser en marquant la sonde en rouge ici, c'est la sonde ubiquitaire bactérienne, donc HUB 338, qui montre bien la répartition des bactéries dans le tissu pulmonaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on retrouve la constitution
alvéolaire, on arrive avec cette technique de visualiser les caractéristiques du tissu, donc c'est quand même intéressant pour pouvoir juger de l'interaction directe de l'agent infectieux avec les cellules du tissu qu'elle concerne. Et on voit qu'il y a donc une bonne relation entre l'image, je ne sais pas si c'est très visible ici, l'image obtenue et le compte bactérien que l'on avait en culture, sachant que même pour les poumons qui étaient infectés expérimentalement et qui avaient eu une évolution suffisante pour que l'animal recouvre sa maladie en sorte qu'il était stérile en culture, donc on a pu quand même visualiser plusieurs bactéries et à fort grossissement vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un artefact. Ainsi, en prenant l'histologie et le fait de visualiser en microscopie optique les bactéries par les colorations, seuls les groupes qui avaient une charge bactérienne très élevée permettaient cette visualisation. Et ce sont les mêmes larves que celles présentées en fiche, qui sont donc marquées ici en microscopie optique. Et vis-à-vis du gold standard associant lésions histologiques inflammatoires de pneumonie plus produits bactériens, on obtient une performance diagnostique excellente pour la technique de fiche, qui est de 100% de spécificité, donc c'est pas tellement étonnant, et surtout la sensibilité, qui est particulièrement élevée, en sachant que pour le diagnostic des pneumonies, surtout des pneumonies hospitalières, on ne dispose pas d'outils diagnostiques à ce jour qui permettent une performance diagnostique élevée comme ça. Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller se mettre à faire des biopsies à tous les patients atteints de pneumonie, mais la pratique clinique est ainsi que les patients qui ont une pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire sévère, qui ne guérit pas, qui est non documenté d'un point de vue infectieux, les réalisateurs font des biopsies pulmonaires et un certain nombre d'entre elles, environ 10%, vont revenir négativement. Donc il serait intéressant d'apprendre ces méthodes dans ces applications. Alors on a des projets en cours et puis d'autres possibilités de développer des modèles en fonction de l'opportunité, de collaboration, des idées qui viendront. En sachant que ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a ces domaines de recherche qui sont quasiment vierges, parce qu'il y a une seule équipe qui travaille sur la pneumonie associée à la ventilation chez le rat. Les autres équipes travaillent chez le cochon. Donc il n'y a pas tous les aspects moléculaires, les interactions, etc. qui sont étudiés. Il y a très peu de travaux, ils sont anciens sur les modèles qui associent plusieurs bactéries. Il y a une seule équipe qui travaille sur la pneumonie à cytomégalovirus. Et le cytomégalovirus, c'est l'infection qui est particulièrement étudiée ici à Marseille, puisque le patient a démontré que le malade de réanimation réactivait ce virus latent et développait des pneumonies où l'agent pathogène pouvait être invité. Il y a plusieurs publications dans ce sens. Et il y a également des publications sporadiques qui associent un virus et une bactérie chez la souris. Les diagnostics sporadiques, elles sont en général dans des revues de bon niveau, ce qui explique quand même des besoins, toujours, de développer des modèles pour répondre à des questions spécifiques. Je vous remercie. Alors, malgré la chaleur, est-ce qu'il y a des questions? Bravo, monsieur, c'est très fort. Ça, par contre, ça me fait. Question de Béotien. Est-ce que le traitement par aérosol est un grand futur chez des patients qui justement ont des problèmes à respirer, sont tout en train. Alors, le traitement par aérosol, j'ai validé chez le patient myxitose qui a une colonisation chronique. Il n'est pas validé en termes de traitement curatif. Pour ce qui est des patients à la phase aiguë encombrée ou sous respirateur artificiel, il n'y a pas eu vraiment d'essai clinique en ce sens. Donc, la question reste posée. Personnellement, je pense que ça restera un traitement d'appoint. Mais c'est vrai que dans d'autres domaines infectieux, par exemple, on sait que
lorsqu'on associe deux voies d'administration, à la voie sanguine et la voie directe de l'organe, on améliore quand même les concentrations locales et a priori, si l'avenir des aérosols se développe, c'est plutôt dans le sens d'un traitement associé. Sur des choses aussi tellement que le pneumococque, on parle tous les jours, est-ce que vous voyez, c'est pas très clair pour moi en réalité, souvent quelqu'un qui est un porteur de pneumocoque au niveau oropharyngé, développe ensuite une pneumonie à pneumocoque qui fonctionne moins avec ça, alimentaire. Donc, une question, c'est est-ce qu'il y a en biologie une infection du poumon sur un métaux pathogène, sur le modèle de ce qu'on a pour les méningites avec le méningocoque, donc il y a un microbe qui est porté au niveau droit, qui passe par voie sanguine, qui ensuite infecte le méningocoque. Il existe un modèle de il y a des gens qui vont étudier si on injecte en particulier une septicémie ou une bactériémie du genre pneumocoque, est-ce que cela peut, dans telle ou telle circonstance, entraîner une pneumonie à pneumocoque sur un modèle. Dans le cadre spécifique du pneumocoque, j'en ai pas le souvenir possible parce que je n'ai pas ciblé cette infection, mais il y a des gens qui ont justement cherché à greffer une pneumonie dans le poumon à partir d'une voie systémique, mais toujours sous réserve de générer une lésion pulmonaire préalable. Donc, sur poumon lésé, ça se fait sans envisage. Dernière chose que tu as présentée, vraiment important, co-infection, virus influencé et pneumocoque, virus influencé et streptocoque. Voilà. Avec le début de la séquence, d'abord le virus, puis le pneumocoque ou la virus. Bon, merci beaucoup pour cette dernière présentation.